Bonjour et bienvenue dans Vivre après, le podcast qui vous accompagne pour faire face aux ruptures de vie. Un programme soutenu par l'OCIRP et le groupe IMA. Je m'appelle Sarah Dumont, je suis journaliste et accompagnée d'experts, nous allons parler sans tabou du deuil, d'accidents, de longues maladies et de leur impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter brièvement. Alors Anne-Sophie Tuzinski, vous êtes la fondatrice de Cancer at Work et plus récemment de We Care at Work, qui est une plateforme qui vise à favoriser l'inclusion des personnes malades dans le monde du travail. Vous agissez à plusieurs niveaux en proposant d'un côté des actions et des outils pour évaluer les attentes des salariés touchés par un cancer et pour les aider à mieux vivre leur salariat en période de maladie. Et de l'autre, vous formez les ressources humaines et les managers à mieux accompagner leurs employés pendant et après leur cancer. Alors c'est une mission dans laquelle vous êtes lancée en 2011, à l'âge de 39 ans, après avoir combattu un cancer du sein. Et vous avez d'ailleurs témoigné de cette expérience dans un livre intitulé « Cancer et travail, j'ai retrouvé ma place, comment trouver la vôtre » aux éditions Erol. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter le début de cette expérience ? Avec grand plaisir Sarah. D'abord, je voudrais juste préciser que toutes les actions que nous menons, Cancer at Work ou We Care at Work, ne s'intéressent pas uniquement à la pathologie cancer, mais bien à toutes les maladies graves, chroniques, on les appelle comme on le souhaite, parce qu'il n'est pas question dans l'univers du travail de discriminer sur une pathologie plutôt qu'une autre. Cette expérience, elle a commencé très simplement avec l'annonce de mon propre cancer en 2011, comme vous l'avez expliqué. J'ai spontanément dit à mon manager, à mon équipe et à mes clients ce qui m'arrivait, et puis pendant 9 mois, je me suis absentée pour me soigner. Cette parole libérée a en fait généré plusieurs choses. La première, c'est beaucoup de liens pendant toute ma période d'absence, ce qui a, je crois, vraiment facilité mon retour. Et la seconde, cela a autorisé les entreprises avec lesquelles je travaillais à l'époque à me solliciter sur ce sujet de l'inclusion de la maladie au travail, en me disant « Anne-Sophie, on a de plus en plus de personnes malades, on ne sait pas comment faire et on sait qu'on ne fait pas toujours bien. Est-ce que vous pourriez nous aider, vous qui avez cette expérience de vie et ces compétences professionnelles d'administration des entreprises ?» Et donc, cela a éveillé ma curiosité et je me suis aperçue d'abord qu'on était nombreux à être malades. S'agissant des cancers que vous évoquiez à l'instant, il y a plus de 1000 personnes qui apprendront aujourd'hui en France métropolitaine qu'elles ont un cancer. La moitié presque travaille. Et si on élargit à l'ensemble des maladies, eh bien, ce sont 15% des actifs qui sont directement touchés et 15 autres % des actifs qui sont des aidants d'une personne malade, un conjoint, un enfant ou un parent. Donc nous sommes nombreux dans la population active à être concernés par le sujet. Ça représente pas loin de 30 millions de personnes, la population active en France. Nous sommes nombreux et pour autant, le sujet de la maladie n'existe pas dans le monde du travail. On est malade en arrêt maladie, on revient au travail, on est guéri. La réalité, vous le savez, est plus nuancée, mais l'absence de prise en considération de ce sujet fait que cela génère des difficultés et des coûts pour les personnes, les entreprises et la société. Et je me suis aperçue que rien n'existait en 2011 pour aider les entreprises à mieux concilier maladie et travail. Et c'est la raison de mon engagement parce que je suis maman de 3 enfants et je pense que c'est bien qu'on agisse quand il y a un trou dans la raquette. Et puis aussi parce que je trouve que c'est humainement inacceptable de soigner des gens et de les laisser au banc de la société une fois qu'on les a guéris. Or, le travail, l'utilité sociale est un critère important et quelque chose d'important, un pilier de vie. Voilà, les raisons de mon engagement et comment l'aventure a commencé, très simplement. Comment les entreprises ont réagi au tout départ de votre proposition ? Les entreprises, elles sont presque à l'initiative de la proposition. Une fois leurs besoins exprimés, et ça c'est mon métier, la proposition que je leur ai faite, la première, c'est de se réunir autour du sujet avec la création de ce club d'entreprises qui est Cancer at Work, qui compte environ 80 entreprises aujourd'hui. C'est mieux qu'en 2011, c'est encore peu. Autour de 4 missions très simples de mobilisation, d'action, de partage des pratiques qui fonctionnent, mais aussi de mesure à la fois des attentes des actifs, parce qu'agir c'est bien, mais au regard de quoi ?
quels sont les souhaits, les besoins des personnes sur ce sujet, et puis de mesurer aussi les avancées pour s'assurer qu'on progresse et qu'on n'oublie aucun pan du sujet. Et la 4e mission qu'on a décidé de mettre en œuvre, eh bien, c'est une mission solidaire de réinsertion professionnelle ou d'insertion professionnelle pour les personnes qui soit ont perdu leur travail, soit rentrent dans la vie active après une maladie grave. Aujourd'hui, le club est présidé par un grand patron, Philippe Salle, qui dirige Foncia. Nous sommes 6 administrateurs avec d'autres grands patrons, d'autres grands noms de l'industrie et des services français. Et nous réunissons 80 entreprises, plus d'1,5 million de salariés. Alors c'est bien, mais les marges de progrès sont importantes quand on sait qu'on a 3,5 millions d'entreprises en France. Alors quelles sont les attentes justement de salariés malades ? Quand nous avons posé la question, dès 2013, aux actifs au sens large, pas uniquement aux salariés malades, la première réponse, et qui m'a beaucoup frappée, c'est la notion de tabou. Pour près de 80% des répondants, parler du cancer ou de la maladie en entreprise n'était pas envisageable. Donc comment agir et accompagner si on n'arrive même pas à prononcer le mot ou à dire la maladie en entreprise ? D'où des actions de sensibilisation pour déjà libérer la parole sur ce sujet. Est-ce qu'on a une notion justement du pourcentage de gens qui expriment, qui disent qu'ils sont malades ? Alors on n'a pas de statistiques, c'est un sujet totalement confidentiel. Ce qu'on sait en travaillant depuis 8 ans dans les entreprises, ou en tout cas ce qu'on observe, mais ça n'a rien de scientifique, c'est que si on croise les chiffres des cancers avec ceux de la population active, ou des maladies avec ceux de la population active et qu'on discute avec les responsables des ressources humaines, des entreprises, on n'a pas le pourcentage de malades qu'on devrait, entre guillemets, avoir dans les entreprises. On est bien en dessous de cela. De quoi ont-elles peur ces personnes malades ? C'est d'être exclues, c'est d'être considérées comme affaiblies ? Un peu tout, en fait. Elles ont peur du regard des autres, souvent, de voir trop de compassion ou de l'apitoiement. Elles ont peur aussi de révéler leur fragilité dans un monde où la performance est de mise. Dans l'entreprise, on gagne, on réussit, on hyper-performe. Donc révéler une fragilité vient en contrepoint complet avec cette notion de performance. Et derrière cette peur d'annoncer la fragilité, eh bien, il y a la peur de l'exclusion, de l'isolement et de l'exclusion, parfois de manière définitive. Quelles sont les difficultés exprimées le plus souvent par les malades à leur retour de travail ou pendant leur maladie d'ailleurs ? Alors les malades expriment leurs difficultés à reprendre le rythme, à se réinsérer dans une entreprise qui a bougé. Sur des absences longues, en 6 mois, une entreprise peut changer complètement de visage. Le manager de l'équipe peut avoir changé, de nouveaux logiciels peuvent être arrivés, de nouveaux process, bref, donc les changements sont nombreux et il n'est pas toujours évident de reprendre pied dans l'organisation, d'autant que les conséquences de la maladie sont toujours présentes. On les ignore parfois, nous les malades. Moi, j'ai découvert avec surprise au retour au travail, et bien que j'avais vraiment de manière durable des difficultés de concentration ou des pertes de mémoire, et il a fallu faire face. Ça avait été simple pour moi d'annoncer la maladie. Ça l'était moins en revenant au moment où je pensais reprendre et montrer que j'étais à nouveau capable de dire, mais en fait, il y a quand même des choses qui continuent à me gêner. Et donc, c'est ça que les personnes malades identifient majoritairement comme problématique. En plus, bien sûr, du regard des autres et de la capacité ou pas du collectif de travail à les intégrer, à les accompagner. Alors, heureusement, pour pallier ça, il existe des solutions. D'abord, de prendre le sujet très en amont au sein de l'équipe, dès l'annonce de la maladie. On peut aussi organiser l'absence et le maintien du lien pendant l'absence et pas uniquement le retour au travail. Et puis, je crois qu'avec cette anticipation et du dialogue, beaucoup de dialogue entre l'équipe et la personne concernée, on arrive à pallier dans bien des situations les conséquences de la maladie. Et quel type d'actions peuvent être menées justement concrètement ? Dans les entreprises ? Ouais. Alors, des actions de sensibilisation. On a vraiment un gros travail à faire encore pour que les gens comprennent qu'on peut vivre et travailler avec une maladie, que c'est compatible et que ça n'est pas synonyme exclusivement de difficulté ou de perte de performance,
Donc, il y a un gros travail de sensibilisation à mener. On évoquait le nombre de membres de Cancer at Work. Les clients de We Care at Work sont une quinzaine. Donc, vous voyez, au regard des 3,5 millions d'entreprises en France, les marges de progrès, donc sensibiliser à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle de la société, je crois que c'est essentiel. Alors, certains prônent de la formation pour le management ou les salariés. Je pense qu'effectivement, ça peut être utile. Et puis, la mise en place d'accompagnement quand c'est nécessaire, quand le climat social ou les difficultés d'échange entre les personnes font que l'intervention d'un tiers est nécessaire. Alors, ça peut être un tiers interne à l'entreprise, que sont les ressources humaines ou la médecine du travail. Le médecin du travail étant tenu au secret médical, c'est un bon allié également. Ou un tiers complètement externe qui vient faire de la médiation dans une équipe. Donc, de la sensibilisation à haute dose, à l'échelle de l'entreprise et de la société, de la formation certainement, et puis chaque fois que nécessaire, de la mise en place d'accompagnement, et pour accompagner des situations délicates et aussi pour accompagner le deuil, parce que la maladie au travail, c'est parfois le retour, mais aussi parfois le deuil, et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel nous devons progresser. La crise de Covid nous a mis face à la maladie à grande échelle. Quel impact vous avez pu observer sur le monde de l'entreprise et les entreprises que vous accompagnez ? Alors, les entreprises que nous accompagnons étaient mieux préparées que les autres à faire face à cette situation. Concrètement, on a découvert avec l'arrivée de la crise du Covid et du confinement, à très grande échelle, ce que nous, les personnes malades, nous vivons depuis longtemps. Le choc de l'annonce, la sidération, l'isolement, l'éloignement, des modes de coopération qui doivent se réinventer de manière très rapide, avec beaucoup d'agilité et de réactivité. Finalement, c'est ce à quoi nous, malades, nous sommes confrontés depuis longtemps. Et dans nos entreprises, Cancer at Work et We Care at Work, nous avons su trouver rapidement les clés pour faire face à cette crise grâce à notre expérience. Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous donner de cas dans lesquels l'intervention a vraiment... j'imagine qu'à chaque fois, il y a des résultats et une amélioration, bien évidemment, mais pour qu'on cerne bien à quel stade vous pouvez agir. Alors, les exemples, ils sont nombreux. On intervient dans deux types de situations, soit des situations de crise et d'urgence, soit des entreprises qui, vraiment de manière préventive, ont le souhait de s'emparer du sujet et de poser ce sujet, de dialoguer avec les salariés pour construire ensemble les solutions qui semblent manquantes. Alors, comme exemple concret, je peux vous citer cette équipe bordelaise qui, après des mois de sensibilisation, fait face à l'annonce d'une maladie grave chez un des collègues qui doit s'absenter pendant 2 ans, mais qui, du coup, décide de dire qu'il est malade, combien de temps, puisqu'il a un peu de visibilité, vont durer ses traitements, et il exprime aussi ce qu'il ressent. Il a peur de se sentir inutile en étant arrêté. Or, les traitements imposent un arrêt de travail. Donc, dans le dialogue, cette équipe décide de lui souffler quelques idées en lui disant « Mais ça fait des années et on se dit tous toujours qu'on n'a pas assez de temps pour réaliser des choses. Est-ce que toi, il n'y a pas une chose que tu as envie de réaliser depuis longtemps, mais que tu n'as jamais eu le temps de faire ?» Il réfléchit un petit peu, il dit « Mais oui, moi, ce que j'ai envie de faire depuis que je suis gosse, c'est un rallye automobile, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. » Et là, toute l'équipe, en fait, se réunit autour de lui et lui donne des clés. Donc, un de ses collègues le met en lien avec un organisateur de rallye qui lui-même a été malade, donc intuitivement comprend très bien le sujet, le met en lien avec un garagiste, il trouve une vieille voiture, il apprend à réparer. L'équipe l'aide à lever des fonds, son entreprise participe en partie. Et finalement, la première année, il est trop fatigué par les traitements pour réaliser le rallye. Mais la deuxième, il le réalise avec toute l'équipe soudée autour de lui. Et quand je discute avec cette équipe, il qualifie cette expérience de meilleur séminaire de team building. Et je trouve ça super, en fait. Pour le coup, là, il y a vraiment un esprit d'équipe, on va dire. Il y a vraiment un esprit d'équipe qui était présent. Parce qu'on ne construit pas quelque chose comme ça s'il n'y a pas déjà un terreau qui est favorable, mais qui s'est renforcé. Et je crois qu'ensemble, ils ont développé plein de choses.
Alors lui, à titre personnel, il a développé plein de compétences. Il sait réparer une voiture, il sait monter un dossier de sponsoring, aller chercher des fonds, se présenter, faire de la communication. Donc c'est riche pour lui et pour toute l'équipe aussi. Et surtout, l'équipe me dit, nous, on s'est sentis utiles dans son expérience de vie. On avait une place, en fait. Donc voilà, très concrètement, ce qui peut être fait dans les organisations. Alors, c'est très personne dépendant, c'est très équipe dépendant, mais on peut, même quand les gens sont en arrêt maladie et qu'on n'a pas le droit légalement de les faire travailler, quand même trouver des projets à partager qui vont faciliter, c'est certain, ça a été le cas, le retour au travail qui devient presque une continuité de ce qui s'est passé, plus qu'un retour à proprement parler. Il y a un autre exemple qui me semble sympathique aussi, c'est celui d'une chef d'entreprise, une entreprise industrielle de 200 salariés. Elle-même est malade, tombe malade, continue à travailler, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas tellement d'alternatives. Il faut continuer à faire tourner la boutique. Et remplacer un chef d'entreprise au pied levé, c'est pas simple. Donc elle est malade, elle se soigne pendant des mois. Et puis de cette expérience de vie naît un intérêt pour le sujet de la maladie au travail. Elle parcourt les réseaux sociaux, elle repère mes actions et on se rencontre. Et elle décide, suite à cet échange, d'ouvrir le dialogue avec ses salariés sur le sujet de la maladie au travail. Et dans une entreprise industrielle où on a 80% de femmes de plus de 50 ans, la maladie, elle est présente. Et l'absentéisme aussi, d'ailleurs. Et donc, elle ouvre le dialogue et elle demande à ses salariés, très simplement, on fait une réunion sur la pause déjeuner pour lancer le projet. Elle leur demande ensuite d'exprimer, en fait, leurs besoins. Et la réponse est, en tout cas pour moi, inhabituelle, moi qui ai plutôt l'habitude des sièges parisiens. La réponse est, nous, ce qui est compliqué quand on vient au travail, c'est de tenir les cadences de production. Et effectivement, je prends l'exemple du cancer du sein, quand on a subi une mastectomie, de manière répétée, réaliser le même geste, c'est très compliqué et très douloureux. Et donc, la dirigeante leur demande, qu'est-ce que vous proposeriez comme solution ? Et les salariés disent, une chaîne sans cadence. La dirigeante dit OK. Et ça, c'est un vrai pari et un vrai engagement. Parce qu'une entreprise industrielle qui dit « Ok, on va faire une chaîne sans cadence », alors que c'est grâce à ça, en fait, qu'elle réalise ses objectifs. Ouais. C'est un vrai pari. Et elle décide encore plus fort, non pas d'isoler cette chaîne sans cadence et de la mettre au banc, sur le côté, comme on avait il y a des années les pavillons décancérés, en périphérie des villes. Elle la met au cœur de l'usine, au centre. Quand je vais dans cette usine, que je croise des salariés, ils me disent, vous savez Anne-Sophie, c'est à la vie, à la mort avec Isabelle. Et en 3 ans, elle a gagné 8 points d'absentéisme. Ce qui est énorme, pour un chef d'entreprise, c'est un vrai gain humain, mais aussi social et économique. Et elle n'a pas gagné sur l'absence longue durée, parce que quand on doit s'absenter 6 mois pour un traitement de cancer, il n'est pas question de le réduire pour être au travail. Elle a gagné sur la bobologie, parce que toutes celles et ceux qui avaient un peu de mal à se lever le lundi matin et qui allaient facilement toquer à la porte de leur médecin, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est pas un travail qui est toujours très gratifiant que de travailler à la chaîne, mais tous ces gens-là, quand ils savent qu'ils ont des collègues qui se battent pour leur vie, ils viennent bosser. Et je trouve que c'est une belle illustration. Très belle illustration. Et en termes de cadence, est-ce que ça a vraiment ralenti ? Alors en fait, ils ont une très jolie attention, c'est que sur ces chaînes de production, ils ont d'abord... C'est une entreprise qui enflaconne des jus et des parfums pour l'industrie du luxe. Donc ils ont réservé à cette chaîne de production les petites séries les plus raffinées, qui demandent le plus de temps. Donc c'est pas des cadences très, très fortes, mais c'est du travail de précision. Et puis ils sont allés beaucoup plus loin puisqu'ils se sont même complètement transformé le business model de l'entreprise en créant une gamme, leur propre gamme, eux qui étaient hier sous-traitants, leur propre gamme de produits pour femmes concernées par les cancers. Donc sur la base de notre sujet, on peut transformer des équipes, mais on peut transformer des entreprises avec un bénéfice, une valeur ajoutée, un profit pour tous. Les personnes concernées, les entreprises et puis la société civile. C'est un autre de mes thèmes de prédilection. Alors, quand dans l'entreprise, on a un supérieur qui n'est pas très bienveillant
alors qu'on est malade, qu'on rentre d'un arrêt maladie. Comment on peut agir concrètement ? Quand on fait face à une difficulté, soit on peut avoir un dialogue direct et poser le sujet. Et si on n'en a pas la force ou si on pense que c'est inutile, eh bien on a des points d'appui extérieurs à l'équipe, que sont le département des ressources humaines dans les grandes entreprises, les services de santé au travail, des assistantes sociales. Enfin, il y a d'autres gens autour qui peuvent conseiller et aider à rétablir une situation harmonieuse avec une qualité de vie et de travail qui convient à tout le monde. Alors, les personnes ayant des problèmes de santé sont plus nombreuses à être au chômage. Elles payent leur période d'inactivité. Et vous avez mis en place quelque chose que je trouve génial, c'est The Unstoppable Résumé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, The Unstoppable Résumé fait suite à une première campagne de sensibilisation qui s'appelle Fighting Cancer, que le club Cancer at Work a lancé en 2017 et qui révèle les compétences et qualités nées de l'expérience de vie de la maladie. Rassemblées, toutes ces qualités et compétences sous le nom Fighting Cancer, on en a fait une compétence sur LinkedIn, qui est le plus gros réseau professionnel du monde. Avec The Unstoppable Résumé, on a voulu aller un pas plus loin et combler le blanc de la période de maladie sur le CV. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs, et même nous, les malades, quand on s'arrête un an, ce qu'on voit, c'est un trou dans notre CV. Or, cette période de vie, elle nous a permis de développer des qualités et des compétences. C'est sûr, c'est évident. Je crois que personne ne peut le nier quand on fait un petit effort de réflexion et de recherche. Et on a voulu, en fait, avec The Unstoppable Résumé, le révéler. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on se connecte, qui permet d'aspirer son CV et qui propose, en fait, à la place du blanc laissé par la période de traitement ou d'absence, eh bien, de révéler les compétences et qualités gagnées pour pouvoir ensuite l'envoyer au recruteur. Donc, le recruteur, quand il reçoit le CV, il voit un certain nombre de compétences développées. Il voit une expérience de vie et les compétences révélées. Alors, c'est quoi ces types de compétences, par exemple, qui peuvent être écrites ? Alors, je me suis amusée il y a quelques temps à reprendre le top 10 des compétences les plus recherchées en entreprise, qui est publié régulièrement chaque année, et je l'ai croisé avec ma propre expérience de vie de la maladie. On va retrouver des compétences comme la prise de recul. Or, quand on vous annonce que vous avez un cancer, pour absorber le choc et pouvoir communiquer avec l'entourage, un peu de prise de recul est assez nécessaire. La gestion des priorités. Comment s'organise la vie professionnelle à la maison. Moi, j'ai passé les 3 semaines entre l'annonce et la première chimiothérapie. Eh bien, avoir à organiser la vie familiale, bien sûr, l'annonce à mes 3 jeunes enfants, le backup des parents, de la nourrice, et puis aussi 3 semaines à voir mes clients pour leur dire je suis malade, je vais devoir m'absenter longtemps, je vous propose telle solution. En l'occurrence, un collègue qui reprenait une partie de mes missions et le recrutement d'une personne sur des compétences précises qui n'existaient pas dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc la gestion des priorités, l'organisation, la rigueur, et puis ce sont plus des qualités, mais des qualités dans les relations humaines, dans l'empathie. Je crois que c'est une expérience qui révèle beaucoup notre humanité, finalement aussi. Et toutes ces compétences et qualités qu'on évoque, en fait, elles sont précieuses dans les entreprises. Et tous mes amis recruteurs me parlent de soft skills. Enfin, je pense que vous en avez largement entendu parler, ces fameuses compétences douces. L'expérience de vie d'une maladie, elle permet de les révéler, voire de les exacerber. Donc, c'est vraiment précieux dans le monde du travail. Alors, vous défendez l'idée, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux soft skills, qu'un salarié malade, il développe des forces et des compétences humaines. Est-ce qu'il y aura bientôt, vous pensez, dans les entreprises, comme on a les patients experts qui interviennent dans les structures médicales ou dans les hôpitaux, des salariés experts pour finalement soit accompagner des salariés en retour de travail, soit sensibiliser leur manager à la façon dont on aurait aimé être pris en charge. Enfin, voilà, est-ce que c'est, vous pensez, une profession qui va se développer ? Écoutez, il existe déjà dans les entreprises des correspondants sur les sujets notamment du handicap, de la santé au travail. Donc c'est certainement un prolongement et j'espère que ça va se développer. J'espère qu'il n'y aura pas que d'anciens malades, mais pas que des patients experts, mais aussi des managers experts, des collègues experts. Parce que je crois que pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde puisse s'en emparer. Et ce que j'espère aussi, c'est que ce sera bientôt une profession reconnue en tant que telle, qui permettra aux patients experts ou aux personnes expertes du sujet de la maladie et de la maladie au travail d'avoir un travail et un salaire.
Parce que c'est cette condition de, non pas de créer uniquement des compétences mises à disposition, mais de créer des emplois réellement. C'est à cette condition qu'on va pouvoir pérenniser l'héritage de nos grands-parents en 1946, la sécurité sociale. La sécurité sociale, 2/3 de ses revenus sont des cotisations. Si on n'a pas de cotisants, les revenus diminuent, on est moins bien soigné et le cercle tourne de manière non vertueuse. Si on arrive à faire des patients experts ou à créer des emplois réellement de patients experts avec des salaires, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que... Ceux que j'ai pu côtoyer sont rémunérés pour leur activité, pas mais toujours. pas tous, d'accord. Voilà, donc dès lors que tout le monde pourra être rémunéré et en vivre, là je pense qu'on aura vraiment réalisé une avancée importante qui permettra d'enrichir le cercle. Enfin, je trouve que c'est une chance d'être soigné en France. On l'oublie, on râle tout le temps, mais n'empêche que quand on est confronté à une maladie grave, sortir sa carte vitale et avoir accès à des soins de qualité, oui, il y a du reste à charge, oui, il y a des produits qui restent chers, il y a sûrement des choses perfectibles, mais j'ai des amis dans d'autres pays du monde qui n'ont pas cette chance d'être soignés comme on l'est en France, ou qui doivent vendre leur maison pour pouvoir se soigner, par exemple. Alors, vous avez aussi créé Allo Alex, oui, qui est une ligne d'écoute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Allo Alex, c'est le cœur de l'entreprise, c'est une action solidaire. We Care at Work est une entreprise à mission, on en parle beaucoup avec l'avènement de la loi Pacte et l'engagement social et sociétal des entreprises. La raison d'être de notre start-up, c'est vraiment de concilier maladie et travail. Et on a 2 piliers dans l'entreprise. Le premier, c'est l'alignement. On considère réellement l'expérience de vie de la maladie comme une compétence à part entière, ce qui fait que nous sommes majoritairement d'anciens malades ou des aidants de personnes malades dans l'entreprise. Et le deuxième pilier, eh bien, c'est la solidarité. Et donc, une partie de nos bénéfices et le soutien d'autres entreprises, eh bien, nous permet d'offrir une ligne téléphonique, Allo Alex, et un blog qui permet à toutes les personnes qui ont des questions sur la maladie au travail, gratuitement, eh bien, de nous appeler du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est le 0800 400 310. Donc, du lundi au vendredi, au bout du fil, une personne qui a l'expérience de vie de la maladie, mais aussi des compétences d'écoute et d'écoute active notamment, des connaissances sur l'ensemble des dispositifs légaux et sur les postures à adopter. Et puis, quand les situations sont très complexes, eh bien, nous avons la chance de bénéficier du soutien d'experts, avocats, en droit social, DRH, médecins du travail, assistantes sociales, voilà, qui nous back up et qui nous aident à répondre et à solutionner un maximum de situations. Pour finir, je vais vous demander si vous avez une phrase ou une citation que vous avez envie de partager avec nos auditeurs. Il y en a une qui m'a beaucoup marquée, qui est à l'origine de mon engagement. C'est un échange avec une salariée d'une entreprise qui un jour m'a dit, de retour au travail après une maladie, « Anne-Sophie, je suis vivante, mais je suis morte professionnellement. » Et j'ai trouvé ça insoutenable, humainement inacceptable. Enfin, ça n'avait pas de sens en fait. Je sortais moi-même des traitements. Que cette femme se soit battue pour sa vie et revienne au travail et n'y ait pas sa place, alors que le travail est un droit constitutionnel. Le droit à l'emploi est un droit constitutionnel, on ne le rappelle pas assez. Et qu'elle soit en souffrance dans sa vie professionnelle après avoir survécu, ça me semblait inacceptable. Et je crois que ça a été vraiment l'élément déclencheur. Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors je vais rappeler les différents sites pour suivre votre action et y adhérer. Pour les dirigeants et les DRH qui souhaiteraient rejoindre le club Cancer at Work, c'est donc le site canceratwork.com. Pour des entreprises qui souhaiteraient être accompagnées, c'est le site We Care at Work. Et enfin, la ligne Allo Alex qui répond à toutes les questions sur la maladie au travail, qui est le 0800 400 310. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter plus d'informations sur vivreaprès.fr, le site qui aide à faire face aux ruptures de vie.